Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai un petit peu mal à la gorge, mais ça ira mieux dans quelques jours. J'aimerais vous emmener aujourd'hui en Australie, encore une fois, pour vous parler de Rachel Barber. Rachel qui va voir son destin brisé par une personne dont elle ne se serait jamais doutée. Je vous laisse vous installer et je vous retrouve dans quelques secondes. La jeune et jolie jeune fille que vous voyez ici sur scène lors d'une représentation est Rachel Elizabeth Barber. Elle est âgée de 14 ans, nous sommes en 1998 en Australie, dans une banlieue toute proche de Melbourne. Née le 12 septembre 1983, elle est la fille aînée d'Elizabeth et de Michael Barber, parents formant un couple soudé et bien installé qui vont donner naissance à 3 filles. Quand Rachel a 10 ans, les Barber emménagent à Mont-Albert. Tout se profile pour le mieux, chacun des membres de la famille s'efforçant de trouver ses marques dans cette nouvelle ville et dans ce nouveau quartier. Ainsi, les Barber vont naturellement faire la connaissance de leurs voisins qui pour certains deviendront des amis, ce qui est le cas du couple Reed Robertson. Le couple traverse depuis un temps quelques tempêtes au sein de leur mariage, mais ils essaient de tenir le coup, notamment pour leur fille Caroline, qui est âgée de 14 ans. Entre parenthèses, ils se sépareront plus tard. Caroline est une ado plutôt discrète, voire effacée, et on ne lui connaît pas de bande d'amis avec lesquels elle sortirait. Le temps passant, les Barber, qui ont une confiance certaine en les Reed Robertson, proposent à leur fille, Caroline, l'opportunité de se faire un peu d'argent de poche en faisant du babysitting, ce que Caroline accepte avec beaucoup d'entrain. Rachel est décrite comme étant plutôt timide dans sa vie de tous les jours, mais cette timidité s'envole lorsqu'il s'agit de danser ou de poser devant un objectif. Elle est alors pleine de prestance et d'assurance. La danse et le mannequinat sont les 2 passions de Rachel, et il est vrai que sa silhouette longiligne, la photogénie de son visage et son regard perçant l'ont plus d'une fois amenée à poser devant un objectif. En amour aussi, tout lui sourit. C'est avec Emmanuel Carella, dit Mani, que Rachel vit ses premiers émois. Les 2 jeunes sont dans une relation sérieuse. Et vous me direz sûrement, ok, mais si tout va si bien, où est le problème ? Le problème, c'est que Caroline n'a de cesse d'observer Rachel du coin de l'œil. Elle la trouve outrageusement belle, Rachel. Rachel et ses magnifiques yeux, Rachel et ses beaux cheveux, Rachel que tout le monde apprécie, cette Rachel qui semble n'avoir aucun défaut et qui semble mener une vie si parfaite et qui en prime file le parfait amour avec Mani. Toutes ces pensées ne font qu'accroître son mal-être intérieur et un sentiment d'injustice assombrit le cœur de Caroline. Elle l'admire tant et depuis si longtemps elle la jalouse secrètement. Car Rachel représente tout ce qu'elle aurait voulu être, et elle serait prête à beaucoup pour avoir tout ce que Rachel possède. Caroline, qui vit seule désormais dans un appartement, passe énormément de temps à ressasser, à penser à Rachel, à se comparer à elle, à nourrir sa frustration. Un jour, Rachel craque sur une paire de chaussures qu'elle veut absolument acquérir. Elle va donc voir sa mère et lui demande $100 pour se les offrir. Mais Elisabeth, trouvant le prix un peu trop excessif, lui répond par la négative. On peut alors imaginer la déception de Rachel qui se confiera à Caroline. Dans quel contexte, on ne le sait pas, peut-être même lors d'une banale discussion, quoi qu'il en soit, Caroline est au courant. Et il ne lui en faudra pas plus pour utiliser cet événement comme moyen à la mise en place d'un stratagème des plus sordides. Le 28 février 1999, Caroline se lance et contacte Rachel pour lui proposer $500.
Alors il faut savoir que Caroline, elle suit des études en psychologie et elle prétend avoir une enquête classée top secrète à mener pour un devoir. Donc elle propose en fait à Rachel d'être son sujet sans trop lui expliquer en quoi ça consiste. Rachel accepte naïvement, elle n'a alors aucune raison de se méfier de son amie et surtout, elle est excitée à l'idée de s'imaginer les chaussures aux pieds. Caroline émet néanmoins une condition sine qua non. Rachel ne doit en parler à personne sous aucun prétexte, sans quoi l'offre tombe à l'eau. Rachel accepte et les deux jeunes filles s'accordent sur le fait de se rendre chez Caroline après les cours du lendemain. Nous sommes maintenant le 1er mars 1999 au matin et comme à son habitude, Michael dépose sa fille à la station de tramway pour que celle-ci se rende en cours. Et de même, en fin de journée, ils se donnent rendez-vous au même endroit pour faire le chemin en sens inverse. Ils se souhaitent donc bonne journée et chacun poursuit son chemin. Pendant la journée, Rachel prévient Manny qu'elle a rendez-vous en fin de journée pour un job, mais elle n'entre pas dans les détails. Donc après les cours et entre le moment de rejoindre son père au tramway, Rachel a un petit temps mort, ce qui lui permet de se rendre avec Caroline à son appartement. En chemin, elles vont croiser une connaissance de Rachel, la jeune fille vient les saluer et Caroline prend bien soin de rester en retrait. Une fois arrivée à l'appartement, elle mange rapidement une pizza, puis Caroline propose à Rachel de participer à une séance de méditation. Rachel, une fois de plus, accepte volontiers. Le but étant de fermer les yeux, respirer profondément et penser à des choses agréables, pour le devoir, soi-disant. C'est le moment que Caroline attendait. Elle profite de cet instant précis pour enrouler le cordon téléphonique autour du cou de Rachel, puis elle serre de toutes ses forces, encore et encore, déterminée à lui enlever son dernier souffle de vie. Rachel, surprise par la soudaineté et la puissance de l'assaut, n'a pu s'extirper de l'emprise de Caroline. Elle succombe alors à bout de souffle. Après cet acte horrible, Caroline place le corps de sa victime dans son armoire et referme la porte. Pendant ce temps, à la station de tramway, Michael Barber, qui ne voit pas sa fille arriver, ne veut pas céder à la panique. Il est inquiet, oui, mais il se raisonne en se disant que Rachel a sûrement eu un contretemps et qu'elle apparaîtra dans le prochain tramway. Finalement, ce sont plusieurs tramways qui passent sans que Rachel n'en descende. Michael finit par rentrer à la maison, espérant qu'elle ait fini plus tôt et qu'elle serait rentrée avant lui. Les Barber décident de laisser passer la nuit. Ici, je sais qu'on peut ne pas comprendre cette réaction, mais j'imagine qu'ils étaient entre l'espoir de la voir rentrer, le déni par anticipation, d'imaginer ou d'apprendre une mauvaise nouvelle. Finalement, c'est le lendemain qu'ils vont au poste de police pour signaler sa disparition. La nouvelle se répand très vite, des avis de recherche sont placardés et des recherches sont menées. De son côté, Caroline commence à s'inquiéter. Elle se sent malade, déprimée et effrayée à l'idée que les enquêteurs remontent jusqu'à elle. Et aussi parce que son père, la sachant souffrante, est passé à l'improviste. Et il a failli découvrir son terrible secret lorsqu'il a essayé de rentrer dans sa chambre. Caroline se dit qu'il faut vraiment qu'elle trouve un moyen de se débarrasser de ce corps, et vite. Donc 48 heures après le meurtre, elle enroule le corps dans 2 tapis, puis elle appelle un taxi. Et devant le regard surpris du chauffeur, elle prétend qu'elle transporte une statue et lui indique l'adresse à laquelle se rendre. Adresse qui se trouve être une ferme dont le propriétaire n'est autre que son père. Là, à l'abri des regards, elle enterre le cadavre de Rachel près de l'endroit où son chien décédé avait été enterré. Puis elle rentre. À mesure que les jours passent, Caroline se renferme encore plus. L'enquête, elle, s'accélère le 11 mars, quand la jeune fille qui avait salué, rappelez-vous, la jeune fille qui avait salué Rachel et Caroline le jour du meurtre, au tramway,
se confie aux enquêteurs et leur indique que Rachel n'était pas seule ce jour-là. Elle leur parle alors de Caroline et leur en donne une description physique, ce qui leur permet d'établir un portrait robot. Il faut savoir aussi que les enquêteurs avaient listé les appels téléphoniques rentrants des jours précédant la disparition sur la ligne des barbeurs, et le numéro de Caroline en faisait partie. Donc le fait qu'elle ait été vue avec Rachel le jour fatidique accentue considérablement leur intérêt pour Caroline. Et dès le lendemain, les policiers se rendent chez elle et la découvrent au sol inconsciente. Elle aurait été victime d'une crise d'épilepsie. Et après sa prise en charge médicale, les enquêteurs fouillent l'appartement et mettent la main sur des notes et un carnet qui vont répondre à toutes leurs interrogations. Ils retrouvent des lettres écrites à son père dans lesquelles elle se confie sur son mal-être, sa piètre estime d'elle-même. Elle y décrit son profond dégoût pour sa personne, son apparence. Elle enrage de passer inaperçue aux yeux des autres. Elle écrit « Je me sens comme une âme troublée, torturée et perdue, qui a été jetée dans un environnement extraterrestre plein d'anges. » Ils ouvrent son journal intime intitulé « Comment changer en 9 semaines ?» et elle y explique la manière dont elle compte procéder pour atteindre son objectif. On peut y lire « Lui dire qu'elle ne doit en parler à personne, ni parents, ni petits copains. Poudre somnolente sur la pizza. Droguer et étrangler. Tuer puis défigurer. Mettre le corps dans les sacs de l'armée et le jeter quelque part à la ferme. Nettoyer maison et tapis à la vapeur. » Sur une autre page, elle se décrit comme sale, obèse et indésirable. Enfin, les enquêteurs découvrent une demande de certificat de naissance au nom de Rachel, ainsi qu'une demande de prêt d'un montant de 10 000 $, ce qui laisse à penser qu'elle projetait de s'enfuir et de vivre sous l'identité de Rachel. Enfin, les examens psychologiques de Caroline ont déterminé qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité. Et en octobre 2000, elle sera condamnée à 20 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle pendant 14 ans et 6 mois. Et elle sera libérée en janvier 2015. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une autre histoire.